Ça s'est passé il y a environ 1 an. J'avais 26 ans. Je suis une femme et j'ai tendance à être plutôt amicale avec la plupart des gens. Et pour être honnête, je ne suis pas une petite femme. Je mesure 1m70 et j'ai un peu de poids en trop. Mais malgré tout, je reçois pas mal d'attention. Allez savoir pourquoi. Ce jour-là en particulier, je rentrais chez moi après le boulot. À l'époque, je bossais dans un entrepôt. Ce jour-là, je portais un vieux legging de yoga et un t-shirt taché d'eau de javel. Pas de maquillage, les cheveux relevés, et c'était l'été en Caroline du Sud. Il faisait une chaleur étouffante. Franchement, je ressemblais autant que possible à quelqu'un qu'on aurait envie d'ignorer. Je venais de déménager dans un nouvel appartement, et j'avais décidé de me fabriquer moi-même des étagères, avec du bois et des parpaings. Donc après le travail, je me suis arrêtée chez Lois pour acheter le matériel qu'il me fallait. Je prends un de ces gros chariots plats et je commence à rassembler les trucs dont j'ai besoin. J'ai toujours été très fière d'être plutôt forte physiquement, de savoir bricoler, soulever des charges et de faire les choses toute seule, sans l'aide de personne. Pendant que je cherche les parpaings sur mon chariot, un employé de Lois s'approche. Je lui souris poliment. Il devait mesurer dans les 1m80, porter des lunettes à monture métallique, une petite moustache mal taillée, des dents jaunies, les crânes qui se dégarnit, mais malgré tout ça, il semblait assez en forme physiquement. Il devait être dans la quarantaine, mais bon, je suis nulle pour deviner l'âge des gens. Il me propose son aide. « Non merci, je m'en sors », lui dis-je. « Oh mais non, c'est pour ça qu'on me paie », répond-il. Et là, sans me laisser le choix, il saisit mon chariot et commence à le pousser. Il enchaîne directement avec des questions. Au début, c'était des questions assez classiques. Ce que j'étais en train de construire, les matériaux dont j'avais besoin, ce genre de trucs. Je répondais, mais brièvement. Très vite, j'ai senti qu'il n'était pas juste là pour m'aider. Il essayait clairement de me draguer. Ensuite, il se met à me raconter qu'il est un ancien marine. Il me parle de ses années dans l'armée et de comment il fait pour rester en forme. Puis il commence à se vanter de sa force. Et là, je vous jure que c'est vrai. Il fléchit ses biceps pour me les montrer. Je me dis, sérieux? Le mec se prend pour Johnny Bravo? À ce stade, j'étais agacée, mais pas encore vraiment mal à l'aise. On arrive dans le rayon bois, je commence à saisir une planche. « Laisse, je vais la prendre pour toi », me dit-il. « Non, non, c'est bon, je peux le faire toute seule. » Il me sourit encore avec son espèce de rictus rempli de dents abîmées. « Non, non. » Bon, peut-être qu'il avait besoin de se sentir utile. J'ai cédé et je l'ai laissé prendre la planche. Il passe derrière moi et là je l'entends murmurer à mon oreille un genre de « comme si j'étais un morceau de viande bien juteux. Immédiatement, dans ma tête, je me dis « Ok, merde. On va encore avoir droit au type flippant que je vais devoir éconduire poliment en espérant qu'il ne devienne pas agressif. » Je fais comme si j'avais rien entendu. Il restait encore quelques trucs à récupérer et à chaque fois il insistait pour les prendre lui-même. Et à chaque passage derrière moi, c'était le même bruit. Chuchoté tout près de mon oreille. Je commençais à en avoir sérieusement marre. J'ai décidé de laisser tomber ce qu'il me manquait. Je voulais juste sortir de ce magasin. Je lui dis que je vais passer à la caisse. Et là, il me rappelle les autres articles que j'avais mentionnés, en insistant encore pour m'aider. Non, il faut vraiment que je rentre maintenant. Là, je n'étais plus du tout souriante, ni aimable. Je reprends mon chariot, mais avec sa voix de crooner de film d'horreur, il insiste encore pour le pousser à ma place. On arrive à la caisse. À ce moment-là, je sors mon téléphone et j'envoie un message à ma meilleure amie. Je lui raconte qu'il y a un type super bizarre qui me suit partout dans le magasin. Je lui donne même son prénom, que j'ai oublié depuis. Je lui dis, si jamais il m'arrive quoi que ce soit, c'est lui. Je rigolais qu'à moitié. Il me mettait vraiment mal à l'aise. L'une des planches que j'avais prises n'avait pas d'étiquette. Le type propose d'en chercher une autre. Il passe une nouvelle fois derrière moi et chuchote. Délicieuse. J'ai eu un frisson glacial. Il revient avec la nouvelle planche et repasse derrière moi, encore une fois, et me frôle la hanche, alors qu'il y avait largement la place pour passer sans me toucher. Et là, il me chuchote. Je vais te dévorer. Je passe à la caisse, il est toujours là. Il me propose de m'aider à charger ma voiture. Je lui dis non, fermement. Je dois ramener le chariot après, ce sera plus simple, tu sais. Pas question qu'il me suive sur le parking. Je lui dis que je vais avancer la voiture jusqu'à l'entrée et que je chargerai moi-même. Il finit par céder et retourne à l'intérieur. Merci mon Dieu. Je remonte dans ma voiture, je fais le tour pour revenir à l'avant du magasin. Et là, il ressort. « Attends, je vais charger ça pour toi », dit-il. J'avais une planche dans les bras. Il me l'arrache presque des mains. Et là, avec son sourire de psychopathe, il me dit d'un ton qui me donne la chair de poule. «
T'inquiète pas, Gabriel, je m'en occupe. Je vais le faire rentrer comme un maillot de bain. Comment est-ce qu'il connaît mon prénom? Il me regarde comme si j'étais une proie. J'étais complètement terrifiée. Et pourtant, on était en plein jour, devant le magasin, avec du monde autour. Il termine de charger ma voiture. Je lui adresse pas un mot, pas un regard. Il contourne le véhicule et m'ouvre la portière. Il me refait son sourire immonde. Je l'ignore complètement, mais je dois passer juste à côté de lui pour rentrer. Et là, à nouveau, il murmure à mon oreille. Délicieuse. Je lui ai lancé le regard le plus écœuré que j'étais capable de faire. Mais ça ne l'a même pas freiné. Il s'était léché les lèvres et m'avait fait un clin d'œil. Je suis montée dans la voiture, j'ai verrouillé les portes. Au moment où j'ai mis le contact, il a frappé contre ma vitre et m'a fait un signe de la main. Et là, je l'ai entendu dire « Rentre bien à ton appartement. C'était sympa de faire ta connaissance, Gabriel. » Je me suis barrée en vitesse. Je n'avais pas vu ce type de ma vie et je n'ai aucune idée de comment il connaissait mon prénom, ni où j'habitais. Je ne suis jamais retournée dans ce Louis. Et à chaque fois que j'y repense, je m'en veux de ne pas l'avoir signalé. J'hésite à utiliser le mot harceler, vu la fréquence irrégulière des événements. Mais, honnêtement, je n'ai pas d'autre mot pour décrire ce qui nous arrive depuis si longtemps. J'ai 28 ans. Je vis en Caroline du Sud. Et cet homme, l'ex-petit ami de ma mère, est une intrusion constante dans nos vies depuis 30 ans. Et franchement, j'ai bien l'impression que ça ne va pas s'arrêter de sitôt. À moins d'avoir recours à des mesures trop extrêmes pour être envisageables, ma famille et moi n'avons pas vraiment le choix. On doit vivre avec ça. On ne peut pas l'ignorer. Parce que chaque fois qu'on pense que c'est fini, il revient. Il revient toujours. On tombe sur lui en ville, quelqu'un évoque son nom, ou un événement nous le remet en tête. Et là, c'est reparti. Ce sentiment de frustration, d'impuissance totale. Je ne peux pas retracer toutes les étapes qui nous ont menés jusqu'ici, ce serait beaucoup trop long. Mais je peux vous raconter les événements les plus marquants. Accrochez-vous, parce que ça risque d'être un peu long. Je suppose qu'il faut commencer par le début. Pour faire simple, ma mère a rencontré ce type au lycée. Il s'appelait Rick, et ils sont sortis ensemble pendant 4 ans, à partir de leur dernière année. Fils d'un politicien local, très beau garçon, sportif. J'ai beaucoup parlé avec elle de cette époque, et elle m'a raconté qu'au départ, il n'y avait rien d'inquiétant chez lui. Mais peu à peu, au fil de leur relation, il a changé. Il a commencé à lui dire ce qu'elle avait le droit de porter ou non. Avec qui elle pouvait parler. Il lui a dit d'arrêter de fumer, de changer de voiture, parce qu'il avait honte d'être vu dans son vieux pick-up. Qu'elle devait quitter ses parents et l'épouser au plus vite. Il insistait aussi beaucoup pour qu'elle couche avec lui. Elle ne l'a jamais fait. Elle ne m'a jamais vraiment expliqué pourquoi. Elle disait juste qu'elle avait un mauvais pressentiment. Dans l'ensemble, ma mère a ignoré ses tentatives de contrôle. Elle n'a jamais cédé. Elle est têtue et très terre à terre. Et franchement, ça me sidère qu'elle ait supporté tout ça aussi longtemps. Peut-être qu'elle pensait ne pas pouvoir avoir mieux, ou qu'elle pourrait le changer avec le temps. Mais Rick n'a pas changé. Enfin, pas dans le bon sens. Il est devenu de plus en plus méprisant, insultant, la rabaissant dès qu'il en avait l'occasion. Finalement, elle l'a quitté. Elle avait découvert qu'il couchait avec une de ses amies, et avec plusieurs autres femmes. Pendant toute l'année qui a suivi leur rupture, Rick n'a pas cessé d'essayer de la récupérer. Il l'appelait chez elle, au boulot, il passait en voiture devant l'endroit où elle avait un deuxième job. Il la suivait quand elle allait quelque part qui n'était ni son travail, ni chez elle. Il demandait à ses amis où elle se trouvait, leur faisait passer des messages. Il a même envoyé sa mère la coincer dans un supermarché pour la supplier de revenir. Sa mère lui a dit « Même si tu viens de la pire des classes sociales, mon fils s'est détruit sans toi dans sa vie. » C'est à cette époque que ma mère a rencontré mon père. Et quand Rick l'a appris, il s'est un peu calmé. Mon père est un grand gaillard. Il vient d'une famille plutôt rude, avec une réputation dans le coin. Je pense que ça l'a refroidi un moment. Mais quand mes parents se sont mariés, tout a recommencé. Quand le téléphone sonnait, ma mère décrochait et entendait une respiration lourde. Une voix d'homme, clairement déguisée, lui posait des questions sur leur mariage ou faisait des remarques dégueulasses sur leur intimité. Je dis « essayez »,
parce que dès qu'elle reconnaissait la voix, elle raccrochait, même si ce n'était pas toujours assez rapide. À l'époque, il n'existait aucune loi contre le harcèlement en Caroline du Sud, et comme Rick ne l'avait jamais agressée physiquement, la police ne pouvait rien faire. Pas qu'elle aurait essayé de toute façon. Le shérif du coin était un ami proche du père de Rick. Bref, la justice ne pouvait rien pour nous. Un jour, mes deux grands-mères, excédées, ont interpellé la mère de Rick en pleine rue. Elles lui ont dit que s'il ne faisait rien pour calmer son fils, elles iraient raconter aux journaux ce qu'il faisait. Des trucs illégaux, très clairement. Et là, comme par magie, les appels se sont arrêtés. Quand ma sœur et moi sommes nés, ça a dégénéré. Des rumeurs ont circulé, disant que Rick était notre vrai père, que ma mère l'avait revu en cachette. On recevait dans notre boîte aux lettres des photos de nous avec notre mère, en ville ou au magasin, accompagnées de lettres disant à quel point on ressemblait à Rick. Et le pire, ces lettres disaient aussi qu'on allait être très jolis en grandissant. C'était écœurant. Quand ma mère a montré l'une de ces lettres à mon père, il était fou de rage. Le soir même, il est allé au bar où Rick et ses potes avaient leur habitude. Rick n'était pas. Mais 3 de ses amis, oui. Mon père a exigé qu'ils lui disent où il était. Ils ont refusé. Quand il s'est retourné pour partir, ils ont essayé de l'attaquer. Sauf que mon père, c'est pas le genre à se laisser faire. Résultat, 2 nez cassés, un type a perdu ses dents de devant. Mon père leur a dit de faire passer le message. Si Rick faisait encore quoi que ce soit, il irait le chercher lui-même. Après ça, plusieurs années de calme. On vivait notre petite vie de famille tranquille. Mais quand ma sœur et moi avons 15-16 ans, tout a recommencé. Rick avait divorcé 2 fois, eu plusieurs enfants, raté plusieurs projets pro. Il a fini par devenir gérant d'une supérette locale. À cet âge-là, ma mère nous envoyait parfois faire les courses. On adorait, parce que ça nous permettait d'écouter notre musique à fond et de parler sans qu'elle entende nos conversations de filles. La première fois qu'on est allé à la supérette et qu'on l'a croisé, il nous a tout de suite reconnus. Je ressemble beaucoup à ma mère. Ma sœur, elle, est le portrait craché de mon père. Et puis, c'est une petite ville. Il ne lui a pas fallu longtemps pour comprendre qui on était. Une fois qu'il l'a su, il s'est mis à nous suivre dans tout le magasin. À chaque rayon, il apparaissait, avec ce sourire dégoûtant. On ne savait pas qui c'était. On était trop petites quand les lettres et les photos ont été envoyées. Nos parents n'en parlaient jamais. On a su la vérité que bien plus tard. Il nous posait des questions bizarres. Vous savez, quand c'est l'anniversaire de votre maman, vous aimez les mêmes choses qu'elle? Vous vous entendez bien avec votre père? Et toujours des compliments sur notre physique. À quel point on ressemblait à notre mère. Au début, on pensait que c'était juste un client qui connaissait nos parents. C'est fréquent dans les petites villes. Mais ces compliments, sur nos corps, nos visages, nous ont mis très mal à l'aise. On est sortis en vitesse, en pleurs. Mais on n'a rien dit à nos parents. On ne voulait pas de problème. Grave erreur. Parce que ça a duré pendant presque 1 an. Chaque semaine, toujours le même manège. Personne ne disait rien. Même les caissiers le regardaient bizarrement. Mais peut-être qu'ils avaient peur de perdre leur job. Il était manager après tout. Chaque fois qu'on sortait du magasin, on pleurait. Mais on ne parlait pas. Jusqu'au jour où on a fini par craquer. Quand on a tout raconté à nos parents, ils étaient furieux. On a arrêté de faire les courses là-bas. On allait au Walmart, dans la ville voisine. Mon grand-père est allé parler au patron de la supérette. Rick a perdu son poste. Pendant quelques années, on l'a vu se croiser de temps en temps. On l'évitait autant que possible. Mais parfois, il surgissait, essayant de nous parler. Et comme on a été élevé avec la politesse du Sud, on n'osait pas l'ignorer. Alors on disait juste « merci » et on s'éloignait. Puis on est parti faire nos études, loin de la ville. Mais même là, il continuait. Quand Facebook est devenu populaire, il a commencé à nous envoyer des demandes d'amis, des messages. Il posait des questions sur notre mère, notre école. On l'a bloqué. Mais il a trouvé nos adresses mail. C'était facile, il suffisait de demander aux bonnes personnes. Et là, il a recommencé. Des mails, encore et encore. Des compliments, des questions.
toujours les mêmes. Le pire, un mail disant que si notre mère quittait mon père, il divorcerait, abandonnerait ses enfants et l'épouserait. Il deviendrait le père qu'on mérite. J'ai bloqué son adresse immédiatement. J'ai appelé ma sœur pour qu'elle fasse pareil. Ma mère n'a pas d'email, donc il ne pouvait pas la harceler comme ça. Mais les appels anonymes ont repris. Quand on a eu des portables, on a limité nos contacts au cercle très proche. Personne d'autre ne devait avoir nos numéros. Ça m'amène au plus récent incident. J'ai terminé mes études, je suis mariée, je viens de revenir dans ma ville natale. Rick, je n'y pensais même plus. Un jour, on s'arrête à Walmart avec mon mari pour quelques cadeaux de Noël de dernière minute. On se sépare dans le magasin. Je sors des toilettes, téléphone en main, en train d'appeler mon mari. Et là, une main sur mon épaule. Je me retourne et manque de lâcher mon téléphone. Rick. Il me regarde avec ce même sourire. Celui qu'il avait quand il nous suivait, ma sœur et moi. « Eh bien, ça fait longtemps, dit-il. J'ai été pétrifiée. Il se penche vers moi, toujours ce sourire aux lèvres, et me dit « Tu ressembles à ta mère, mais si j'étais ton père, tu me ressemblerais. » Je suis restée figée. Ça n'a duré que quelques secondes, mais j'ai eu l'impression que le temps s'arrêtait. Puis j'ai fait demi-tour. J'ai appelé mon mari. Je voulais juste rentrer chez moi. Il était prêt à aller lui casser la gueule, mais je l'ai tiré jusqu'à la voiture. Quand j'ai raconté ça à mes parents, ils étaient de nouveau furieux. Rick est comme un croque-mitaine. Il disparaît, puis revient. Encore et encore. Je sais que ce n'est pas fini. Et peut-être que ça ne le sera jamais. Mais écrire tout ça, ça fait du bien. Je ne sais pas exactement ce qu'il a voulu insinuer ce jour-là, et je n'ai même pas envie d'y penser. Ce que je sais, c'est que heureusement, il n'est pas mon père. Et je n'ose pas imaginer ce qu'aurait été ma vie si ça avait été le cas.